Chacun son sujet en fait. François Ecal, bonjour. Bonjour. Fondateur de FIPECO.fr et professeur d'économie à Paris 1. Vous me direz pourquoi il faudrait... On a eu le débat hier, il y avait Xavier Rago, il y avait Philippe Martin du CAE qui disait mais c'est vrai que cette idée qu'il faudrait profiter des taux bas pour utiliser le levier d'endettement de l'État, qui est nettement plus sexy que celui du secteur privé, puisque l'État s'endette pour beaucoup moins cher, c'est peut-être le moment d'en profiter pour investir. Éternel débat. Emmanuel Grimaud, bonjour. Bonjour. Fondateur de simuleretraite.fr, vous êtes un spécialiste de la retraite. De l'ancienne ou de la nouvelle d'ailleurs, hein. En tout cas, vous êtes un spécialiste de la retraite, c'est votre métier. Vous accompagnez des quantités de gens dans leur démarche de retraite pour savoir qu'est-ce qu'ils auront à la retraite, comment l'organiser le mieux possible. Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr et créateur du blog je suis libéral.fr. Vous allez être le spécialiste du livret A, vous, aujourd'hui. Super. Hein, ça va être sympa. Bon, Emmanuel, quand on parle de retraite, j'ai systématiquement confiance dans votre avis, parce que vous êtes l'expert le plus pointu que je connaisse sur le sujet. Et je sais que même la CNAV vous a repéré comme quelqu'un ayant quand même une certaine acuité sur le sujet. Vous avez la conviction que la réforme qui nous est présentée, c'est une bonne réforme. Absolument. Mais en fait, avant de savoir pourquoi la réforme est une bonne réforme, il faut comprendre pourquoi le système actuel est un système qui est injuste, inéquitable. D'abord, il est d'une complexité infinie. C'est vrai. 99% des gens n'y comprennent rien, et même vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus quoi en penser. Le système actuel est injuste. Aujourd'hui, pour 1 000 € de cotisation, vous pouvez, dans certaines caisses, obtenir 55 € de retraite, par exemple, ça va être le cas à l'Agirc-Arrco. Vous pouvez obtenir 40, voire 30 € de retraite, ou vous pouvez obtenir 150 € de retraite. En fonction quand même de cotisations qui n'auront pas exactement été les mêmes. Je parle pour 1 000 € de cotisation. D'accord. Et je ne parle même pas des régimes spéciaux. Hein. Je reste dans les régimes. On va essayer de simplifier. Dans les régimes classiques. Pourquoi ? On peut même faire baisser sa retraite. Le système aujourd'hui est calculé sur 2 paramètres principalement. Alors, tout le monde pense que les 25 meilleures années, c'est un système qui protège les carrières hachées, les carrières atypiques. C'est le contraire. Le système des 25 meilleures années aggrave. Pourquoi ? Parce que sur ces 2 caractères, justement, il y a d'abord ce qu'on appelle le taux plein, ou le taux, par définition, qui n'est pas plein s'il vous manque des trimestres. Est-ce que vous savez que s'il vous manque 2 années, sur vos 43 annuités, par exemple, vous perdez 10% de retraite. Aujourd'hui, tout le monde s'emballe sur la question de l'âge pivot en disant on va faire perdre 10%, c'est énorme, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un qui a travaillé 41 annuités et non pas 43 va perdre ces 10% de la même manière ? Quelqu'un à qui il manque 5 années, si vous prenez 2 personnes qui ont exactement la même carrière au centime près en salaire et en cotisation pendant 37 ans, l'un a eu pendant ses petits boulots, pendant ses 5 années validées, l'autre n'a pas eu ses 5 années validées. Eh bien, leur écart de retraite, alors qu'ils ont cotisé exactement la même chose pendant 37 ans, ça va être 33%. 33% de moins pour celui qui a 5 années en moins. Et si c'est une femme, ça va être 43% de moins. Parce que la femme est pénalisée. C'est assez implacable sur les défauts du système actuel, ce que vous nous dites là. Ça représente, pour la femme en question, 200 000 € de retraite en moins sur l'espérance de vie. Donc, 200 000 € de retraite en moins sur l'espérance de vie. Tout ça parce qu'il lui manque 5 années, parce qu'elle n'a pas cotisé, elle n'a pas été déclarée, des jobs à l'étranger ou autre. Le deuxième paramètre qui pénalise les carrières hachées, c'est le fameux calcul du salaire annuel moyen brut. Alors, le calcul du salaire annuel moyen brut. Les fameuses 25 meilleures années. D'accord. Alors, qui ne se calcule que sur le plafond de la sécurité sociale, 40 000 € par an, 3 000 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est un abus de langage de parler d'un salaire annuel moyen brut. C'est la somme des salaires quotidiens. Un chômeur qui vient de reprendre un job le 15 décembre, peu importe le montant de salaire qu'il va encaisser sur ces 15 jours en décembre, il aura la moitié d'un mois, autrement dit 1 500 € qui va apparaître sur son relevé CNAV. Quelqu'un qui est licencié le 10 janvier, s'il est au chômage dans les 11 mois qui suivent, va avoir un tiers de mois, donc un tiers de 3 000 €, va avoir 1 000 € qui va apparaître sur son relevé CNAV. Autrement dit, pour avoir une année au plafond de la Sécu, il faut avoir été salarié du 1er janvier au 31 décembre, non pas à temps partiel, à temps plein. Et ça, c'est ce qui pénalise incroyablement les carrières atypiques, les carrières hachées, les femmes. Et ce que vous me décrivez là sont des éléments qui sont corrigés par le système qui nous est proposé. Complètement. Je travaillais hier... Il faut resserrer un peu, Emmanuel, pour que tout le monde réagisse, allez-y. Je travaillais hier sur le cas d'une femme qui a eu un début de carrière, 15 ans dans une banque. Et puis elle s'est arrêtée de travailler, 4 enfants, elle a suivi son mari. Ça fait 10 ans qu'elle a repris une activité à temps partiel. Eh bien, est-ce que vous savez que sa retraite CNAV a baissé
alors qu'elle a cotisé pendant 10 ans. Si elle n'avait pas cotisé pendant 10 ans, sa retraite aurait été supérieure. Parce que les 10 ans de cotisation à temps partiel font baisser le montant de sa retraite. Le médecin qui fait des vacations à l'hôpital fait baisser sa retraite. Le professeur qui encaisse des chèques emploi-service pour donner des cours particuliers fait baisser sa retraite de salarié. L'avocat qui fait des cours, qui donne des cours à l'hôpital fait baisser sa retraite de salarié parce qu'il fait tous les ans baisser son salaire annuel moyen brut parce qu'il rentre des mauvaises années. Donc quand vous multipliez les deux paramètres, une personne qui a 5 années manquantes, qui a un salaire annuel moyen qui n'est pas au maximum, comme celui qui a 35 ans, 40 ans de salariat, et qui, sur le troisième paramètre, je passe, a moins 25% aussi, qui sont les trimestres cotisés, ce qu'on appelle la proratisation, il va perdre 58% de sa retraite parce que ces trois paramètres se multiplient. C'est la triple peine. Donc, ce système aggrave les inégalités et pénalise les précaires, ceux qui sont victimes de leur carrière, de ne pas avoir une carrière complète. À ce stade de l'explication, François Descalles, vous êtes éclairé? Moi, oui. Moi, je pense que le système actuel, en effet, est injuste, inefficace. Je suis tout à fait favorable à la création du système universel, que je trouve bien mieux, plus simple. Qui ne va pas vraiment être universel, mais bon. Bon, alors sous réserve en effet, qu'il soit vraiment universel. Après, dans l'évolution qu'on voit dans ces derniers jours, moi j'ai toujours été favorable aussi à la clause du grand-père généralisée, pour tout le monde, pour des raisons à la fois techniques et politiques et sociales. Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde. Non, mais... Et donc ce que je crains dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait on ait une période de transition qui va malgré tout être très longue, ça ne sera pas tout à fait la clause du grand-père, mais ça sera très long et ça sera différent, je dirais, d'une profession à l'autre en fonction des capacités de nuisance des uns et des autres. C'est ça. Donc, on va avoir quelque chose... La retraite à géométrie variable en fonction de la capacité de nuisance des uns... Non, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, j'aurais préféré que ça soit beaucoup plus simple. Bon, ben voilà, c'est ceux qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, ou en 2020 ou en 2025, ça m'est égal. Et c'est pareil pour tout le monde. Et en attendant, on a les règles actuelles. Alors, on peut faire... Après, il y a un autre sujet qui, à mon avis, est totalement différent et qu'on mélange, qui est dans le cadre des règles actuelles, comment fait-on pour rééquilibrer financièrement le système en 2025 ? Parce qu'en 2025, de toute façon, ça sera le système actuel. Ou comment fait-on pour, en tout cas, relever l'âge de départ à la retraite ? Et à ce moment-là, il y a les instruments actuels, c'est-à-dire l'âge minimum, la durée minimale de cotisation pour avoir... ce qu'on appelle en général le taux plein. Voilà, il y a ce genre de choses qu'on peut utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'âge pivot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pivot dans les règles actuelles. Donc, avec cette histoire d'âge pivot, on mélange un peu tout. On introduit un nouveau concept. On n'en a pas besoin ni dans un régime par points, ni dans le cadre actuel. Donc, je pense que ça, c'est une erreur de communication. On fera mieux d'en parler. Voilà. Donc, Donc, pour moi, un système universel, très bien, mais à très long terme, pour tout le monde, pour ceux qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Et puis, un problème à l'horizon de 2025 à régler avec les instruments actuels. Et notamment la durée de cotisation déjà inscrite dans la loi. Exactement. Vous êtes sur la même ligne, Stéphane Van Nuffel, l'idée que... parce que, bon, la démonstration d'Emmanuel Grimaud est implacable. Après, je vais revenir sur deux autres éléments avec lui, mais est-ce que vous êtes sur l'idée que on a presque la moitié des Français dans les sondages qui rejettent la réforme maintenant? Alors, je pense qu'ils ne comprennent plus, ils ne savent plus tellement ce qui va leur arriver. Il y a eu énormément de fake news, énormément de discours à charge contre cette réforme sur laquelle on manquait en plus d'éléments pour pouvoir avoir un avis définitif. Tout à l'heure, dans le couloir, Nicolas, un grand sage a dit « trop de débat, tu le débats ». C'est moi. Je sais bien. J'ai trouvé que elle n'est pas très puissante, la formule, pourtant. Il faut reconnaître que... nouvelle, mais c'est pas grave. Bon. Non, ça va exactement dans le sens où moi, je voulais... Emmanuel est un très grand spécialiste, donc c'est très difficile de... Non, mais il ne s'agit pas... sans être poujadiste. Voilà. Moi, je vais juste dire un truc. Il y a un vrai problème, mais ça rejoint assez souvent ce qu'on retrouve sur des grandes réformes que la France doit pratiquer depuis... chaque fois, la réforme de retraite, c'est un souk. Nicolas, plus que les autres. Cette réforme telle qu'elle est faite aujourd'hui me semble être d'une utilité implacable. Je la trouve globalement plutôt bien réussie, plutôt adaptée à un 21e siècle. Je rappelle juste que du fait de faire trop de débats, du fait de s'élever, du fait de s'énerver, de donner la parole à trop de minorités, je ne dis pas à certaines pour ne viser personne, mais à trop de minorités, de demander trop d'avis, est une erreur fondamentale, même en démocratie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut piloter
un bateau et il faut savoir le piloter. Ce qui se passe aujourd'hui, Nicolas, je ferme juste. Il y a eu des actes de pilotage qui étaient purement liés à l'exécutif. On On leur a pas d'accord. demandé d'aller se mettre dans le corner comme ils l'ont fait. Ce qui se passe aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on est obligé de faire ce type de réforme en termes d'impact. On aurait dû le faire en 95. On est tous oui, d'accord, bon. je le répète encore une fois. 25 ans de perdus, Nicolas, 25 ans de perdus, ce serait réglé. Il faut le répéter. C'est ce genre d'arguments-là qui peuvent paraître enfoncer une porte ouverte, qui doit être expliqué à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas les détails. On doit leur expliquer que ça fait 25 ans qu'on fait réformette sur réformette parce qu'on s'est pas pris par la main. Ensuite, deuxième argument que je voulais juste apporter, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. Moi, je voulais juste faire une petite remarque, 2 remarques. C'est-à-dire que on parle d'injustice et toute la journée vous allumez la télévision et vous avez des gens qui hurlent, on va se faire piquer ci, on va se faire piquer ça, etc. Bon, et vous en avez parlé sur ce plateau et je suis ravi parce qu'on était quelques-uns à gueuler, moi dans ma bagnole tout seul et d'autres sur votre plateau. Il va y avoir une catégorie qui va payer pour rien. Donc ça quand même génial. Vous avez une catégorie de cadres supérieurs qui vont payer 2,8% de cotisation vraisemblablement si j'ai bien compris, sans avoir le droit derrière de profiter de ces cotisations. Donc ça c'est hyper bien. C'est un impôt de solidarité. Avec une question en suspens, Pour moi, en plus la retraite c'est une assurance retraite. Non, Qui existe déjà. Déjà. Qui existait déjà. La cotisation déplafonnée de 2,3%. Oui. Voilà. Mais On l'augmente, en il fait. y a une question que je me pose, c'est la partie c'est la partie dite salariale. Est-ce qu'il y a une partie employeur aussi qui va être maintenue au-delà de 3 plafonds, qui va être de 10%? Je l'ai pas vu moi ça. Juste la question, Non, je pose. j'ai pas vu la d'augmentation question. sur cette partie-là. Mais Ça ferait 13 du coup. Vous voyez, juste. ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Nicolas, il y a une catégorie. C'est pour ça de que Piketty population- serait super emballé. Ouais, d'accord. C'est un bon exemple. Mais je ne sais pas si la partie employeur est maintenue, je crois pas. Bon. Bon. Alors, allez-y. Vous Oui. voyez rien que ça déjà. La partie, je vous ai entendu parler souvent de ça et vous savez que je défends ce thème-là. Quel thème? Vous faites la séparation entre les charges salariales et les charges Non. patronales. Au J'ai final, même c'est le posé- c'est le compte d'exploitation Oui, de détention j'ai même d'entreprise posé- qui pénalise le salarié. J'ai même posé la question de savoir comment est-ce qu'on avait un jour défini la frontière entre les deux, En fait, qui me semble Nicolas, totalement. Tous les jours, je vous ai raconté déjà cette anecdote sur ce plateau, j'explique à mes salariés que à chaque fois qu'on augmente des charges pour le patron, pour le méchant patron, celui qui est le plus pénalisé, évidemment, c'est l'entreprise, c'est ses marges, c'est sa compétitivité, évidemment. Mais celui qui est pénalisé au final, à chaque fois, c'est le salarié. Parce que lui, le salarié, on touche à rien. Les charges patronales augmentent, pas le brut du salarié. Donc, ni à la baisse, ni à la hausse. Donc, en fait, ça ne fait que scléroser le salaire net du Ça, je salarié suis à la fin. d'accord. Donc, celui Ok. qui est pénalisé, qui devrait hurler. Et le prix du travail, c'est avec ce brut dont on ne en parle fait, jamais. Plus on Ok. a de gens qui vont travailler, qui seront bien payés, moins on aura de problèmes de cotisation retraite. C'est Mais là où oui, non, mais ça d'accord. Si on améliore le taux d'emploi, peux faire s'il y a juste- plus de jeux, si on a plus de rameurs, on aura beaucoup moins de Juste difficultés. une aparté, Nicolas, qui Oui. m'a moi choqué personnellement. Une fois de plus, il y a une catégorie, en tout cas dans les régimes dits spéciaux, en tout cas des fonctionnaires de l'État, il y a une catégorie qui va être pénalisée. Pas les régimes spéciaux qui, je trouve, sont plutôt bien protégés depuis certaines années. Les enseignants, c'est un point de vue purement personnel. Je trouve qu'on est dans un pays où je trouve que les enseignants sont pas hyper bien payés et une fois de plus, ils vont subir. Et je pense qu'un Une pays grosse négo qui ne paye débute, pas bien les gens qui forment Oui, oui. leur futur est force d'accord. vive est un pays qui va dans le Une mur. grosse négo qui démarre début C'est une janvier. très mauvaise idée. Ça, la c'est une négo- très mauvaise idée. Je pense qu'il fallait même pas envisager une seule seconde autour d'un bureau de remettre en question un régime de retraite des enseignants et de ces gens-là, qui déjà, par rapport à plein de pays de l'Europe, mais à plein de pays mondiaux, ne sont pas hyper favorisés par rapport à d'autres régimes spéciaux. Voilà. C'était juste une petite remarque, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Emmanuel Grimaud, vous disiez sur Twitter, je suis vert d'orage, ma femme est née trop en 74, du coup elle ne sera pas dans la réforme, elle perd 33%. Absolument. Je me suis dit, mais comment il est arrivé à des chiffrages aussi précis? C'est très simple. Donc si elle avait été dans la réforme, elle était gagnante. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un à qui il manque 5 années, et c'est le cas de 80% des femmes qui n'ont pas de carrière complète, quelqu'un à qui il manque 5 années, un calcul qui est fait sur ce qu'on appelle le taux plein n'est pas à 50%, il est à 37,5%. Le fait d'être dans la réforme, donc né en 75, vous fait supprimer cette pénalité et met tout le monde sur un plan d'égalité à 50%. Autrement dit, mais c'est mécanique, c'est mathématique, c'est pas idéologique. Mon épouse, la réforme aurait concerné les gens nés en 74, la retraite de mon épouse augmentait de 33%. Et alors ils sont où les perdants de cette réforme finalement? C'est une bonne question. Effectivement, parce que la on est en fin réforme de ça. actuelle, Oui, allez-y. la réforme ne va pas faire baisser le montant de la retraite des salariés classiques qui ont 42, 43 annuités. Elle va remonter de manière juste et équitable le fait des personnes qui ont cotisé, mais qui
pour cause d'une méthode de calcul archaïque, sont aujourd'hui pénalisés des fameux 33 ou 43%. Ça, j'ai bien compris, oui. Donc, les perdants, qui va être perdant? C'est les gens qui ont un rendement qui est supérieur au 5,5%, très clairement. Donc, ce n'est pas le cas des salariés, puisque le 5,5%, on s'est calé sur le taux de rendement de l'Arco-Agirc, qui est le seul régime, on va dire... Alors, ça va être qui? Les régimes spéciaux. Ah bah oui. Ça, c'était avant, effectivement, dans les négociations. Ça va être un certain nombre de régimes qui pensaient pouvoir être un peu plus généreux, mais c'est lié souvent à une démographie favorable, ou c'est lié à beaucoup de régimes qui sont couverts par l'État. Mais il y a un moment, effectivement, vous ne pouvez pas, sur la durée, avoir des régimes ultra déficitaires. J'ai l'impression, Emmanuel, que ça va coûter de l'argent à l'arrivée, cette réforme. En fait, il va falloir compenser tout le monde, les enseignants, les régimes spéciaux, les fonctionnaires. Ça risque de coûter de l'argent. C'est le seul point, effectivement, sur lequel je suis un petit peu inquiet sur la réforme, c'est qu'au final, quand on regarde dans le détail, régime par régime, le fait que ça fait beaucoup de gagnants, contrairement à ce que tout le monde pense, le fait que, aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a 120 000 personnes qui attendent 67 ans pour liquider leur retraite ? Essentiellement des femmes, parce qu'elles n'ont pas leur trimestre. Oui, je savais ça. Le enfin, le chiffre, non, mais je savais que beaucoup attendaient. Est-ce que vous savez que sur ces 120 000 personnes, la moitié n'ont pas travaillé depuis plus de 20 ans ? La moitié de ces 120 000 personnes n'ont pas travaillé depuis plus de 20 ans. C'est donc des femmes qui se sont arrêtées à 30, 35, 40 ans. Ces personnes-là, demain, pourront liquider à 64 ans. D'accord ? Donc, effectivement, elles pourront liquider 3 ans plus tôt. Donc, on va avoir un coût des concessions faites aux régimes spéciaux, on va avoir un coût du fait qu'effectivement on va rééquilibrer pour certaines personnes qui étaient injustement pénalisées, et effectivement sur le beaucoup plus long terme, on va avoir un équilibre par le fait qu'on n'aura pas à subventionner des régimes ultra déficitaires. J'ai une dernière question, François Ekal, on va marquer une pause, on parlera d'autres choses après. Est-ce qu'on peut encore parler de retraite à points dans la mesure où le point est une décision politique validée par la loi de finances de sécurité sociale et soumise à une règle d'or qui fait qu'il ne pourra jamais baisser? C'est plus un vrai point comme on aurait pu l'imaginer, un point qui dépendrait de la météo économique du moment où l'espérance de vie, la population active, la croissance le font varier à la hausse ou à la baisse comme c'était initialement. C'est toujours un régime par point. Après, vous avez différentes façons de gérer un régime par point. Vous pouvez mettre dans la loi, en effet, que la valeur du point va évoluer de telle et telle façon en fonction du salaire, de l'inflation, de tout ce que vous voulez. Ou vous pouvez avoir un mode de gestion qui est... chaque année, on décide de la valeur du point en fonction de l'équilibre financier du système, de l'évolution de l'espérance de vie, etc. Mais c'est plus ou moins automatique. Mais en disant qu'il ne peut que monter. Alors après, ça veut dire que s'il ne peut que monter, vous êtes obligé de garder les bons vieux paramètres pour équilibrer. Quand le gouvernement dit que la valeur du point ne baissera pas, elle ne baissera pas en euros. Je ne pense pas qu'ils prennent beaucoup de risques en disant ça, parce qu'il y aura quand même toujours un peu d'inflation. Donc maintenir la valeur du point en euros, je pense que ça ne coûte pas très cher de le dire, en fait. C'est très bien. Ça rassure à peu près. Allez-y, Emmanuel, oui. Oui, alors, sur le régime... On a 1 minute là avant de marquer une pause. Sur le régime par point, il n'y a pas plus clair qu'un régime par point. Aujourd'hui, vous recevez votre relevé Agirc, vous voyez que vous avez 10 000 points, le point vaut 1,27 €. N'importe qui est capable de calculer qu'il aura 12 700 € de retraite. Je vous mets au défi de calculer votre retraite CNAV tout seul. Le régime par point existe depuis 72 ans. Le régime par point, la CGT nous dit que c'est un très bon régime. La valeur du point n'a jamais baissé. Et effectivement, je suis d'accord avec François, il n'y a pas besoin de faire... Ce que vous évoquez, c'est un système par compte notionnel qui n'a jamais été le choix du gouvernement. Le système par point est différent du système par compte notionnel. Et dans le système par point, vous avez une visibilité, effectivement, dans les périodes de vache maigre, vous pouvez augmenter le point un petit peu moins que l'inflation. C'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. L'Agirc n'a pas augmenté la valeur du point pendant 5 ans sans que ça pose de problème majeur. Bon, on va marquer une pause. J'ai quand même une dernière question. Pourquoi tout est tellement limpide dans tout ce qu'on s'est raconté depuis à peu près les 18-19 minutes. Pourquoi autant d'hystérie autour de ce truc-là? Pourtant autant de... C'est une bonne question. Bon, on va la poser celle-là et puis après on s'intéressera à la dette publique. Pourquoi la réduire, cette dette publique, finalement, François Ekal, alors qu'elle est si bon marché? Et au livret A, pourquoi aller mettre de l'argent sur un livret A alors que ça rapporte rien, voir que ça en coûte? Bon, allez, à tout de suite. Nicolas Dose accueille les experts. François Ekal, fondateur de FIPECO.fr, professeur d'économie à Paris. FIPECO, allez-y, c'est vraiment le site de référence de la compréhension des mécanismes du financement de l'État, du financement des collectivités locales. Qu'est-ce que c'est qu'une dette publique? Qu'est-ce que sera le revenu universel qu'on nous prévoit pour 2020? Des quantités de questions avec des notes d'actualité que je vous recommande vivement. Emmanuel Grimaud, fondateur de SimulRetraite.fr et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de NetInvestissement.fr, créateur du blog Je suis libéral.fr. Ça va être vous le grand gagnant en fait
fait, de la réforme des retraites. Quand tous les cadres au-delà de 3 plafonds de sécu vont continuer avec leur petit impôt de solidarité à 2,80 à financer le système par répartition et vont venir chercher bonheur sur les placements que vous allez leur proposer. Oui, si on augmente un peu les plafonds de versement sur les enveloppes de retraite. C'est-à-dire, c'est quoi le plafond? Le fameux PER, le plan d'épargne retraite. Oui. Aujourd'hui, vous avez grosso modo 10% de vos revenus annuels qui sont Oui, il faut monter déductibles. à 20. Il faudrait le doubler, voilà. C'est ce qui va se passer. Ouais. Oui, mais ce serait une bonne idée, parce qu'en fait, il y a derrière cette retraite, et je pense, c'est mon point de vue personnel, je suis pas un grand spécialiste de la retraite à point, mais il y a une notion de responsabilité quand on a. Moi, j'adore ça, parce qu'en fait, je suis libéral, mais pour ça veut pas dire que je suis un grand méchant texan. Je dis juste, prenons-nous par la main et formons-nous et faisons de la pédagogie. Oui. Et autant la retraite à point que le plan d'épargne retraite, où finalement, on cotise pour soi-même, pour plus tard, à sa façon, et on prend son risque, parce qu'un plan d'épargne retraite, c'est comme une assurance vie multi-support. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous pouvez faire des choses très pépères, comme vous pouvez faire des choses très risquées. Vous prenez vos responsabilités. Si l'État, en France, parce que j'y tiens, moi, étant français, peut quand même mettre quelques garde-fous, et en particulier éviter que le point se casse la figure en dessous de zéro, pour éviter ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, quand les retraites privées se cassent la figure parce qu'ils ont fait confiance aux mauvais gérants, bah forcément, c'est mieux. Donc on est d'accord, mais un peu de responsabilité, et surtout, donnons aux Français, petit à petit, s'ils ne sont pas capables de l'avoir tout de suite, la possibilité de se gérer un peu eux-mêmes, en particulier sur leur retraite. Ils adorent ça, sur l'immobilier. Emmanuel Grimaud, il aurait fallu déclencher la capitalisation en dessous à 60 000, 80 000 euros ou... Non, je pense pas. En fait, ce qui va se passer, on le voit déjà, effectivement, c'est que les entreprises... Alors, il faut relativiser déjà. Ça concerne moins de 1% de la population salariée. 300 000 personnes, c'est pas énorme. Et les cotisations qui seraient manquantes représenteront moins de 1% des cotisations également. Donc, c'est marginal. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que si on voulait un système universel, il fallait que les règles soient à peu près les mêmes pour tout le monde. Or, les professions libérales ne cotisaient justement que jusqu'à 120 000 euros. Donc, on n'allait pas dire à nos amis avocats d'aller cotiser jusqu'à 320 000 euros, parce que vous imaginez ce qui se serait passé. Donc, on a dit, pour les cadres, on ne cotisera que jusqu'à 120 000. Mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va y avoir de l'épargne retraite d'entreprises d'un côté, il va y avoir de l'épargne retraite des cadres qui vont se responsabiliser comme dans beaucoup de pays, mais petit à petit l'entreprise elle va déjà regarder en deçà des 120 000 euros, elle va descendre aux gens qui gagnent 90 et 60 000 euros. Donc cette approche... Comment ça elle va descendre pour l'épargne retraite, elle commence déjà à regarder en se disant qu'est-ce qu'on fait pour nos personnes qui gagnent 120 000 au système par répartition socialisée jusqu'à 120 000. Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive. Non, je pense que ça aurait été beaucoup trop violent et ça aurait concerné beaucoup trop de monde de descendre en deçà des 120 000 euros. Vous croyez qu'on va y arriver, chers amis, à réformer par points vers un truc universel où la promesse du 1 euro cotisé donnera les mêmes droits que 40 ans? On va y arriver progressivement dans la douleur, dans la complexité, voilà. En retard, parce que, évidemment, Emmanuel Grimaud, c'est quand même l'histoire qui ça rend fou la retraite. Chaque fois qu'il y a le mot retraite, c'est là où il y a les crises politiques, c'est là où les Russes remplissent, où les colères s'exacerbent. Mais l'un des problèmes de la réforme... Alors vous m'expliquez pratiquement de manière mécanique que c'est une bonne réforme. C'est justement tellement complexe, les gens n'y comprennent rien, ils ont peur pour leur retraite demain, ils ont peur que la réforme fasse baisser les retraites, et je suis d'accord avec vous, le fait d'introduire l'âge pivot qui pour moi n'était pas nécessaire est venu mettre beaucoup de confusion, et donc ça a donné beaucoup de place aux fake news et aux mauvaises informations. Demain, si j'ai un système simple, et ça sera le cas en 2037, vous appuyez sur un bouton, vous voyez combien vous avez à la retraite et que chaque boulot va vous rapporter de la retraite, on peut regagner cette confiance dans le système de retraite. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver dans un système dans lequel les personnes comprennent ce qui se passe et peuvent avoir confiance dedans. Positif. Oui, pas mieux. Allez-y, François Eccal. Beaucoup plus général, parce qu'en effet, je pense qu'on est arrivé. Mettez le micro plus près de vous, François. Pas seulement pour les retraites, c'est pareil, par exemple, pour la fiscalité. À force de mettre des rustines partout pour essayer de boucher des trous, etc., on a construit des usines à gaz fiscales en matière de retraite et dans un tas d'autres domaines qui devient, c'est vrai, extrêmement difficile de réformer. Parce que c'est devenu tellement compliqué que personne n'est même capable, à part quelques experts, mais qui ne sont pas... Il faut un niveau d'expertise. Il faut un niveau d'expertise pour avoir la lecture des manuels. Ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement de l'usine à gaz actuelle. Alors de là à imaginer ce que pourrait être un système plus simple et la transition entre les deux,
C'est très très difficile. Et je me souviens, c'est pareil sur la réforme de l'UNEDIC. Vous faites venir Stéphane Carcillo. Et là, vous avez de l'OCDE, vous avez quelqu'un qui est capable de vous expliquer par le menu la complexité de la réforme de l'assurance chômage, qui est un truc de dingue. Est-ce que vous avez été ému par les 100% de dette publique, François Ekal? Non, mais alors objectivement, entre une dette publique à 99,5 ou à 100,4% du PIB, Ouais. c'était le cas à la fin du dernier trimestre, ça ne change rien, si ce n'est symboliquement. Le problème, il est différent. Il faut en effet réduire la dette publique, au moins montrer qu'on est capable de la stabiliser, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? En fait, aucun économiste ne peut vous dire à partir de quel niveau d'endettement on va avoir des problèmes. Il y a une époque, c'était les fameux 95%. Puis cette idée a été battue en brèche. Mais ça reposait sur des études qui étaient très contestables. En fait, personne n'en sait rien parce que ça dépend de facteurs qualitatifs comme la crédibilité de la politique économique, la solidité des institutions, le degré de solidarité des pays voisins, qui fait que vous pouvez avoir une crise des finances publiques comme l'Espagne avec un niveau d'endettement en 2011-2012 qui était nettement inférieur à 100%, ou vous retrouvez dans la situation du Japon qui, avec une dette de 200% du PIB plus même, n'a aucun problème pour la financer. Donc ce que disent les économistes simplement, c'est en fait, il faut être capable de montrer que vous pouvez stabiliser ou réduire la dette. Mais pour ça, le problème, c'est que dans le régime antérieur, je disais, lorsque les taux d'intérêt étaient supérieurs au taux de croissance de l'activité économique, c'était le cas jusqu'à ces dernières années. C'est totalement l'inverse aujourd'hui, mais bon. Mais dans la situation traditionnelle, oui, pour arriver à stabiliser la dette dans ces conditions-là, il fallait dégager ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent hors charge d'intérêt, d'autant plus élevé que la dette était importante. Donc plus la dette augmentait, plus il fallait faire d'efforts pour arriver à l'arrêter, la stabiliser, etc. Donc vous n'aviez aucun intérêt à la laisser filer, il fallait au contraire la réduire, parce que sinon vous reportiez les efforts sur les générations futures. La situation paraît en effet différente aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation où les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance de l'activité économique. Et alors là, au miracle, on a l'impression, mathématiquement, ça veut dire qu'il est très facile, en fait, en réalité, de stabiliser la dette et de la réduire. C'est d'autant plus un échec politique. C'est d'autant plus un échec politique. Ah oui. Et donc, un certain nombre d'économistes vous disent, comme c'est devenu très facile, il n'y a plus de problème, comme on dit, de soutenabilité de la dette, profitons-en en effet pour augmenter le déficit, pour faire des investissements en faveur de la transition énergétique et des investissements de ce type. Le problème, c'est que la situation actuelle dans laquelle les taux d'intérêt sont très faibles et inférieurs au taux de croissance, aucun économiste ne peut vous garantir que ça durera indéfiniment. Pas indéfiniment, mais beaucoup pensent que ça va durer très longtemps. Mais même si ça dure très longtemps, le jour où on reviendra dans la situation antérieure, avec des taux d'intérêt supérieurs au taux de croissance, ça peut arriver pour n'importe quel moment. Vous pouvez avoir une crise, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ce jour-là, si vous avez une dette supérieure, vous retrouvez le problème précédent, la nécessité d'avoir un excédent primaire énorme, de faire des efforts énormes que vous n'arriverez pas à faire. Et donc à ce moment-là, vous risquez la crise. Donc vous prenez d'un risque. Aujourd'hui, c'est facile, mais si on continue à laisser l'endettement filer, on prend un risque. Alors, c'est vrai que là où je suis quand même d'accord avec des économistes qui disent profitons-en, oui, c'est vrai qu'on peut peut-être, comme il y a des risques aussi à court terme de ralentissement de l'activité, il y a un risque lié à la transition, au réchauffement climatique, on peut peut-être en profiter en effet pour, je dirais, réduire la dette publique un peu moins vite qu'on aurait dû le faire, je dirais, dans la situation antérieure. Un peu moins vite pour, en effet, faire des investissements utiles. Le problème, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui en France. On ne réduit pas, on ne réduit pas on a un déficit qui se réduit très peu, mais pas parce qu'on fait des investissements publics, parce que on baisse des impôts, on fait des prestations sociales, on accorde des avantages dans le cadre de la réforme des régimes de retraite à je ne sais quelle profession qui crie plus fort que les autres. Voilà. On fera la liste à la fin. On fait pas ça pour faire des investissements en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça le problème. Bon, vous avez un avis, messieurs, sur le fait de laisser filer un peu cette dette publique, de profiter qu'elle est si bon marché? C'est vrai que ce que dit François est terrifiant. C'est-à-dire que, normalement, dans le contexte de taux aujourd'hui, c'est très simple de se désendetter. Et même avec ce contexte de taux, on n'y arrive pas.
Donc, Oui, Stéphane Van Nuffel, allez-y. Moi, je vais vous donner mon avis de chef d'entreprise que je donne à chaque fois, parce que mon spectre est un spectre de chef d'entreprise, et je sais qu'ils ne font pas comparer la gestion d'un budget de l'État, a fortiori de la 5e ou 6e puissance mondiale, avec 7e maintenant. 7e maintenant, si vous voulez. C'est le classement Banque mondiale du PNB par habitant qui nous est tombé. Oui, on va changer le classement. Mais oui, c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ce que vient de dire François, et moi, ma terre, parce qu'en fait, depuis que j'ai l'âge à peu près de raisonner, 18, 20 ans, j'entends ça en fait. Et en fait, là, ce qui est terrible, c'est en fait, la dette n'a rien de mauvais à partir du moment où le sous-jacent que l'on finance est un sous-jacent qui, au minimum, est une infrastructure qui aide les citoyens. Au mieux, un euro investi rapporte 1,1 € au moins, ou quelque chose comme ça. Et oui, t'es un enseignant mieux payé avec un... Excusez-moi, moi je suis un peu dans le digital, je connais un peu le sujet, Emmanuel aussi. Enfin, citez-moi dans les big ten du digital mondial, combien il y a de Français. Alors nous, on fait du luxe depuis 100 ans, ça c'est super, la plus grande fortune mondiale est un Français, on est ravis. Mais moi j'aimerais bien savoir où est Facebook, où est Amazon, où est Google, où est Apple, les Français. Parce qu'en fait, on est un pays qui avons un taux de dépenses publiques qui pourrait être rapporté à un État qui finance de façon colossale, presque de façon soviétique, de l'industrie, de l'armement, de la recherche, etc. Rien. En fait, on finance des rustines, ce que disait tout à l'heure François. C'est ça le problème. Moi, qu'on dépasse 100%, c'est pas très grave si on m'explique à moi, citoyen, payant mes impôts, je vais pas vous l'expliquer. Quand j'investis, c'est intelligent. Voilà, c'est vraiment Je crois que c'est la première année. Vraie pédagogie qu'il faut faire. C'est la première année lors de la présentation de la loi de finances que j'ai pas vu des ministres essayer de me faire de la langue de bois pour m'expliquer que leur budget était génial. Vous aviez Darmanin et Le Maire qui, dans une espèce de silence, arrêtaient de chercher des arguments pour défendre l'indéfendable et finalement tacitement, sans le reconnaître explicitement, mais tacitement admettaient que il y avait un abandon de la trajectoire budgétaire par la France. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Ça vous... Non, Emmanuel Grimaud. Effectivement, non, moi, ce que je trouve désespérant, François l'a évoqué, c'est qu'on souffre de 30 à 40 ans de sous-investissement dans les hôpitaux, dans les transports, dans les écoles, dans les écoles. Et effectivement, malheureusement, la dette, elle est pour les dépenses courantes, elle n'est pas pour ces problèmes-là qu'on voit craquer aujourd'hui de partout. J'ai vu d'ailleurs sur les actualités de FIPECO, la dernière note, c'est sur les impôts de production. Je me suis demandé quelle actualité vous aviez trouvé sur les impôts de production, parce que moi j'en étais resté au fait qu'il se passait rien en fait, François Ekal. Je pense qu'il ne pourra pas se passer grand-chose parce que, à cause de ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Je me suis dit génial, il y a une note d'actu sur les impôts de production. Mais le ministre, le maire a quand même dit qu'il allait annoncer un pacte productif et qu'il allait en tenir compte. Alors peut-être pour le prochain quinquennat, parce que les organisations, le MEDEF en particulier, n'arrêtent pas de lui demander de baisser ses impôts sur la production. Alors c'est vrai que quand on regarde, on fait des comparaisons internationales, il représente 4,6 points de PIB en France contre 2,3 en moyenne dans l'Union européenne, donc c'est bien plus élevé qu'en France. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très hétéroclite, les impôts sur la production. On a des impôts, alors il y a un pays qui en a beaucoup plus d'ailleurs, c'est la Suède, parce qu'en Suède, il y a beaucoup d'impôts en fait sur la masse salariale qui remplacent des cotisations sociales. Il n'y a pas de cotisations sociales, très peu. Un régime beveridgien, comme on dit. Voilà, on finance la protection sociale par l'impôt. Par l'impôt et pas par la cotisation. Mais donc, dans ces impôts sur la production, vous avez par exemple, déjà en France quand même, beaucoup d'impôts sur la masse salariale. Vous avez le versement transport, la taxe sur les salaires, vous avez des impôts sur le foncier, vous avez toutes les taxes foncières. Oui, on a recyclé la taxe professionnelle. Vous avez des impôts sur le chiffre d'affaires, des impôts sur la valeur ajoutée, des impôts sur les autres actifs. Vous avez des impôts qui vont aux collectivités locales, d'autres qui vont à des régimes de sécurité sociale, très peu qui vont à l'État. Donc c'est un ensemble assez hétéroclite et c'est très difficile d'avoir, un discours commun sur l'ensemble de ces impôts en réalité. Donc il y en a probablement qui sont en effet très préjudiciables. Les économistes sont assez d'accord pour dire que les impôts sur le chiffre d'affaires, c'est pas terrible. Donc vous avez un impôt qui s'appelle la contribution sociale de solidarité des entreprises, qui est le dernier avatar des impôts sur les chiffres d'affaires qu'on avait avant qu'on invente la TVA. Années 70, Les années 70, c'était pour supporter la retraite des commerçants et des indépendants, je crois. Exactement. Et il est affecté à des régimes de sécurité sociale. Et donc celui-là... Mais celui-là, il est État. Celui-là, l'État peut décider... Sauf qu'il faut le rembourser. Non, il n'est pas État. Il est affecté justement à des régimes de sécurité sociale. Il reste 3,5 milliards de recettes. Oui. Il n'y en a quasiment aucun qui est affecté à l'État. Et voilà. Donc, mais celui-là, il faudrait en priorité le supprimer. En revanche, les impôts fonciers, les économistes vous diront que normalement, s'ils étaient bien calculés sur des vraies valeurs vénales, tout ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça devrait être des bons impôts locaux. Donc il n'y a pas de raison
raison de les supprimer. Donc c'est difficile d'avoir un... Voilà, c'est un machin très fourre-tout qui est... Voilà. Si vous voulez comprendre le fourre-tout, vous allez sur fipeco.fr. La dernière note d'actualité donc, porte sur les impôts de production. Allez-y, Stéphane Van Nuffel, oui. Une petite remarque, parce que justement, vous savez que c'est un sujet moi, qui me chauffe beaucoup, les impôts de production. Et donc j'avais lu le petit dossier justement de Fipeco qui est très intéressant. Il y a un truc qui est fondamental en pédagogie. Bon, vous prenez les pays qui ont les plus grosses fiscalités sur le chiffre d'affaires. Donc là, la Suède, la France. Mais ça dépend. Oui, si vous mettez... Et qui ont des taux quand même respectables d'impôts directs, qu'on va résumer par l'impôt sur les bénéfices. On va le résumer comme ça. Bon. Et les pays qui, en revanche, ont les taux les plus bas, je parle sous le contrôle évidemment de François, d'impôts sur le chiffre d'affaires, que sont, je crois, les Pays-Bas et l'Allemagne, et vous me voyez venir, puisqu'on des pays qui ont des très bonnes notes en endettement, qui ont une très bonne plus belles, les plus basses dettes, mais qui ont quand même une fiscalité sur les bénéfices qui est quand même très élevée, ou en tout cas plus élevée, puisqu'elle dépasse 20% pour certaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'État, il n'y perdra pas si on réfléchit plus intelligemment. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de fiscaliser en haut, on fiscalise quand les entreprises gagnent de l'argent. Mais je veux dire, ça, les gens qui nous écoutent doivent comprendre que c'est une erreur de faire l'inverse. Au final, le budget sera le même. Alors après, il y a un truc qui est très intéressant dans l'étude de Fipeco, c'est qu'au milieu, il y a les impôts de consommation. Et on est quand même en France les champions du keynésianisme et de la consommation. Figurez-vous que ces pays, qui sont donc des pays qu'on considère comme des grands salauds qui favorisent le bénéfice, ont des taux d'imposition dans leur budget sur la consommation plus élevés que le nôtre. Donc le système on a un taux de TVA qui est en dessous de la moyenne de la zone euro. De ne pas imposer trop en amont donne la possibilité, figurez-vous, monsieur, madame, tout le monde, de créer de la richesse sur laquelle vous êtes imposé en termes de consommation et également d'impôt sur le résultat. Et bien ça fonctionne. En tout cas, je ne sais pas si c'est mieux de vivre en Allemagne ou en Hollande qu'en France, mais en tout cas, d'un point de vue économique, c'est implacable. Enfin, en tout cas, je le lis comme ça. Est-ce qu'on est devenu complètement timbré aujourd'hui, Stéphane Van Nuffel? On a mis 610 millions d'euros sur nos livrets A au mois de novembre. 14 milliards. Non, pas 610 milliards. Au mois de novembre. Non, au mois de novembre. 610 millions au mois de novembre. On a mis un peu plus de 14 milliards sur 11 mois. Et on a 550 milliards sur les comptes courants. Et 1800 milliards sur l'assurance. Ouais, mais ça, à la limite, c'est un chiffre auquel on est habitué. Oui. Parce que sur la même mais plus de 500 milliards sur les comptes courants et puis un encours du livret A qui ne cesse de gonfler tandis qu'il est en rendement réel négatif. Alors je vais vous donner trois niveaux de lecture très rapides. Le premier niveau de lecture, c'est que le livret A a une utilité. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, mais comme le livret de développement durable, le PEL, enfin n'importe quel livret bancaire, il y a une garantie et il y a une liquidité quasi absolue aujourd'hui avec Internet. Donc finalement, d'avoir un livret A sur lequel on va pouvoir faire un petit peu gagner d'argent plutôt que sur son compte courant pourrait avoir du sens. Et moi, je continue à dire à mes clients, gardez un peu d'épargne de précaution. Bon, oui, on est capé à 23 000, mais vous avez mis le doigt quand même sur les plus de 500 milliards qu'il y a sur les comptes courants. Donc il y a déjà, les comptes courants sont déjà bourrés de liquidités. Donc il y a une aberration. Donc là, on perd de l'argent sur son compte courant. On le met sur le livret A en espérant gagner un petit peu plus. Ou perdre un peu moins. 0,75 avec une inflation au-dessus de 1. Et ça va tomber à 0,5 en février. Et ça va tomber forcément à 0,5. Donc, deuxième grille de lecture, ça veut dire que là, on met le doigt clairement sur un manque de culture économique, de mécanismes mathématiques économiques des Français. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'en laissant l'argent sur ce genre de support garanti comme on leur vend par l'État, soit sous forme de garantie bancaire, soit sous forme de garantie de l'État si la banque fait faillite, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un risque en bourse en se disant je peux me permettre de perdre un peu, puisqu'en fait, ils ne veulent pas perdre. Vous voyez, cette notion de capital garanti, elle n'existe pas sur ces livrets. C'est pour ça que je faisais le rapprochement avec l'assurance vie. Parce que sur les 22 milliards, parce que sur la même période, il y a 14 milliards en livret A, vous avez 22-23 milliards de collecte nette sur l'assurance vie, dont 80%, on va pas se mentir, sur les fonds euros encore. Très largement investi en dette de l'État français. Également. Ouais. Bon, là, le fonds euro, lui, pour le coup, c'est une garantie de capital qui, théoriquement, avec un rendement au-dessus de 1,10, 1,20, vraisemblablement ce que vont annoncer les assureurs, reste peut-être plus cohérent. Troisième grille de lecture, il y a un problème quand même. Il y a un problème ricardien de taux d'épargne en France. Les Français ont la trouille, Nicolas. Les Français ont la trouille. Ils épargnent. Et ils épargnent mal. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils auraient une retraite. Ils pensent qu'ils n'en auront pas. Donc, ils ont peur de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, au lieu d'investir dans l'économie réelle, et ils pourraient choisir de n'investir que dans des fonds franco-français, d'économie française, européenne, CAC 40, SBF 120, pour aider leur pays à créer de la richesse et donc renforcer l'emploi et donc renforcer la retraite par répartition, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils blindent leur compte courant, ils blindent les livrets A, et en fait, ils ne servent qu'une seule chose. Pardon, là je vais tirer à boulet rouge. Les fonds propres
des banques qui sont donc ravies parce que ça augmente leur taux de solvabilité des contraintes européennes que les banques européennes ont et qu'elles n'ont pas aux États-Unis et en Asie. Donc les banques sont obligées de favoriser dans le discours ce genre de support-là, parce que ça favorise leurs fonds propres pour BAL 3, et ça évite que, comme ça, ils soient trop embêtés quand ils veulent prêter de l'argent à fonds perdus, puisque eux, c'est... Vous avez des clients quand même, vous, encore, ou il n'y en a plus Évidemment, les clients les plus pertinents vont sur cet investissement, j'en profite, ou sur Simule Retraite, évidemment, avant, pour savoir ce qui va leur arriver, forcément. Non, mais c'est très complexe à expliquer aussi, hein, Nicolas. Mais moi, c'est pas si complexe. Ça fait 17 ans que je les vois, les clients. Ouais. C'est dur. Non, mais... Les niveaux de lecture me vont très bien. Et c'est pour ça que la pierre, c'est pas que les taux bas qui font que les Français continuent à investir dans la pierre, c'est que le Français, la pierre, elle est tangible et palpable, et que ça le rassure aussi, parce que de l'immobilier sera toujours l'immobilier. Il n'y a pas que le Français en ce moment qui va chercher de l'actif un peu physique. Ouais, alors en Angleterre, ils vont moins le faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faut moins aller investir en ce moment. Oui, allez-y, Emmanuel Grimaud. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot aussi du simulateur. J'avais oublié l'histoire du simulateur sur les retraites, mais allez-y. Un point de détail. D'abord, il faut peut-être aussi y voir le résultat des mesures Macron pouvoir d'achat du mois de décembre, qui ont quand même injecté quelques milliards dans l'économie sur les fiches de paye et donc sur les comptes en banque. Mais vous avez évoqué le cas tout à l'heure. Les Français ont les plus grosses retraites du monde et les Français ont le taux d'épargne le plus élevé du monde. Et les retraités français épargnent plus que les actifs. Donc on est dans un système totalement schizophrène où effectivement, et là encore, je pense que c'est cette mécompréhension du système, cette peur du lendemain, qui fait que si demain on a un système qui est plus simple, plus lisible, plus clair, avec plus de confiance, on pourra effectivement avoir moins d'épargne et avoir un comportement plus rationnel en termes de consommation ou autre. Les retraités français font partie des retraités les plus riches du monde. Absolument. Mais non, parce que attention Maurice, les plus protégés du monde. Les plus protégés, parce qu'on a quand même eu une photographie, une image qui s'est installée dans la tête de beaucoup de gens, après ces semaines et ces mois de débats de Gilets jaunes, qu'on avait un énorme problème avec des retraités dans la misère. Ah non. Il y en a. C'est faux. Mais il y en a. Le taux de retraités, le taux de pauvreté chez les retraités est à 8%. Toutes les études convergent vers ce chiffre. Le nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse, l'APSA, est de 4%. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais le taux de pauvreté chez les retraités était à 30% dans les années 70. Il est passé à 8%. Aujourd'hui, la pauvreté s'est beaucoup plus déplacée chez les jeunes. Et le niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie de l'ensemble de la population, la France est un des seuls pays, je crois, de l'Union européenne, où ce niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population. Donc supérieur à celui des actifs. Et il continue à monter. C'est pas le cas dans les autres pays. Oui, mais il faut le rappeler, François, parce que... Le niveau de vie, c'est le revenu par tête. Trop de débats, tu le débat, trop d'infos, tu l'info. Enfin, on peut le faire dans tous les sens si vous voulez. Mais les plusieurs mois de Gilets jaunes m'ont amené à avoir des discussions dans les débats, dans les médias, mais en dehors, avec des copains qui me posaient des questions. Et certains qui s'étaient installés dans l'idée et gravés dans l'esprit que le retraité français était un retraité pauvre. Parce qu'on lui, à longueur de journée, on faisait parler des gens qui faisaient partie des 4% sous le minimum vieillesse. Mais Nicolas, comme en France, il y a cette légende que le patronat a un revenu moyen énorme. Parce qu'en fait, les gens ont dans la tête, je résume, le 40. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas conscience que l'artisan, que le plombier, etc., est un chef d'entreprise, mal protégé en retraite, mal 5 000 protégé € en moyenne. sécurité sociale et en prévoyance. Et pour autant, il est chef d'entreprise avec zéro protection. Et donc, son revenu moyen, il doit être l'équivalent de 1 790 € ou 1 800 €. Alors, bien sûr que l'écart est énorme entre l'ex-patron de Renault-Nissan et le petit artisan. Mais on est pareil, on est sur le même sujet. Ouais. On montre forcément ce qui va mal, en fait. On oublie de dire ce qui va bien. Il est pas mal d'avoir des photos à peu près exhaustives et cliniques des situations pour éviter d'installer des croyances. Parce qu'après, les croyances, pour les déminer, amusez-vous. Là, sur les retraites, réussir à convaincre des quantités de gens qu'ils ont peut-être à gagner là où ils pensent qu'ils ont à perdre, ça va être difficile. Et justement, on va terminer par ça, Emmanuel Grimaud, l'histoire du simulateur, là. C'est possible de réaliser un simulateur avec le nouveau système ou c'est tellement compliqué avec tellement de cas différents que c'est même pas la peine d'y compter? Alors, déjà, pour modéliser un simulateur qui reprenne, nous on calcule 96% de la population française dans le système actuel, c'est plusieurs années, c'est 10 000 jours hommes de développement. Votre simulateur? Notre simulateur, c'est considérable, on ne peut pas imaginer à quel point c'est compliqué. Dans le rapport de Delevoye du mois de juillet, on avait tous les éléments pour calculer effectivement la retraite dans le nouveau système. Et d'ailleurs, on a mis en ligne la possibilité pour les gens de venir calculer s'ils étaient nés après 63, le avant-après. Aujourd'hui, il nous manque beaucoup de paramètres, d'une part, pour savoir exactement comment ça va être pris en compte dans toute cette période de transition. Principalement, les paramètres qui manquent, c'est
On connaît à peu près les âges de départ de la réforme, la date d'entrée en vigueur. La décote, comment l'âge pivot va s'appliquer, ce qui va venir en surplus de la décote de l'âge pivot qui existe déjà à la GIRC, où vont aller les cotisations, 3 ans à la GIRC. Où vont aller les cotisations après 2025, il y a vraiment un certain nombre de paramètres, et puis il y a toutes les spécificités par métier. Effectivement, autant le rapport de Levoix de juillet était quelque chose de relativement homogène, relativement simple, autant ce qui est en train de se dessiner depuis le discours d'Édouard Philippe et les négociations qui arrivent, on est quand même parti pour une transition usine à gaz. En 2037, on aura probablement quelque chose qui sera très simple, où chacun pourra aller sur son smartphone en appuyant sur un bouton, savoir où il va. D'ici là, on a quand même, et effectivement, ça n'a pas de sens aujourd'hui de mettre un simulateur pour des cas particuliers, parce que dans le monde de la retraite, chaque cas est particulier. Ouais, puis, enfin, ça n'a pas de sens, mais il n'est pas réalisable. Il est pas réalisable. 10 000 jours hommes. 10 000 jours hommes pour avoir un simulateur, le simule donc chez vous, le simule retraite, qui vous permet d'arriver à décider. À l'euro près, on peut calculer aujourd'hui 96% de la population. Avec intervention humaine derrière ou... Non, là c'est vraiment c'est automatisé. Et combien de temps il faut pour renseigner tous les champs avant d'arriver à une simulation? Parce que j'ai fait un petit stage avant mon service militaire. On va dire entre 10 et 20 minutes. Alors 10 et 40 minutes si vous avez un dossier très compliqué d'intermittent du spectacle ou autre. Mais sur un dossier assez simple Sur un dossier assez simple, vous allez le faire en une vingtaine de minutes. Et si vous n'avez pas envie de vous en occuper, vous pouvez déléguer le travail à un de nos consultants qui va s'en occuper. Quelques dizaines d'euros. J'imagine que vous êtes super excité à l'idée d'avoir, vous, le premier simulateur du futur système. Alors, on l'a sorti en septembre, le simulateur qui calculait la réforme version de Levoix. Ouais. Aujourd'hui... Mais c'est mort par rapport à... Le 63 est devenu 75, oui. Et puis là encore, il y a trop de cas particuliers et trop de paramètres manquants. Donc, mais oui, effectivement, on sera beaucoup plus réactif que les services publics. Et voilà, je vous avais dit, j'ai commencé l'émission en disant, avant Noël, on y verra plus clair. Je crois que la promesse a été tenue, on a fini. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir éclairé sur les placements, sur la dette publique, sur cette réforme des retraites. Il faudra quand même qu'un jour on refasse le film, comment on a pu en arriver là, en partant visiblement d'un rapport de Levoix qui, selon vous, était quand même relativement transparent et exploitable au mois de juillet. D'ailleurs, je me souviens que moi je comprenais à ce moment-là, et qu'après c'est là où ça a commencé à se dégrader. Bon. C'était donc François Ekal, Emmanuel Grimaud, Stéphane Venufel. Demain c'est Noël, nous ne serons pas là, mais je reviens jeudi à 9h.